weaving in and out of my Bonjour, je m'appelle Chloé Buir, je suis chargée de recherche au CNRS. Je suis actuellement en poste au laboratoire Les Afriques dans le Monde, ici à Bordeaux. Et avant ça, j'ai passé 3 ans dans un institut de recherche du CNRS, mais qui est basé en Afrique du Sud, qui s'appelle l'IFAS Recherche, l'Institut français en Afrique du Sud. Et donc, dans le cadre de ce rattachement à l'IFAS, j'ai conduit des recherches de terrain en Angola, voilà, dans la ville de Luanda, sur lesquelles on va parler maintenant tout de suite. Público na maioria que o Estado prioriza, quem fez o punível não tem direito. A falta de iluminação pública no bairro tem sido muito carente. Os miliantes também têm se aproveitado desse mesmo facto para tirarem proveito de algumas pessoas. Alors, il y a beaucoup de choses dans la question. Donc, d'abord, moi, je suis géographe de formation et depuis mes premières années à la fac, j'ai toujours utilisé l'image, donc la photographie, la vidéo. Je m'intéresse de plus en plus au son, même si dans la vidéo, j'aurais dû sans doute m'y intéresser avant. Donc, on va dire que l'audiovisuel, c'est vraiment mon outil principal de recherche. J'ai fait différents types de films voilà, au cours de mes différents projets. En ce qui concerne Historias de Kakuaku, donc ce documentaire en particulier, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de faire un film pour documenter la vie de jeunes activistes en Angola, en sachant que l'Angola, c'est quand même un pays où c'est assez difficile de s'exprimer politiquement. Il y a encore une grande, ce qu'on appelle une culture de la peur, une certaine autocensure. Et donc, c'était intéressant vraiment de suivre ces jeunes dans leur travail politique au quotidien. Et il me semblait que le film était une bonne façon de faire ça. À la fois pour donc, le présenter à un public, mais aussi parce que ça me permettait, en créant ce film avec eux, de leur apporter des outils pour qu'eux-mêmes puissent profiter de cette expérience. Et donc, c'est un souci qui est à la fois pour moi de comprendre de l'intérieur un mouvement politique en Angola et de travailler, de trouver des outils de recherche qui puissent bénéficier aux gens qui y participent plutôt que de simplement travailler sur eux comme si c'était des rats de laboratoire sur lesquels ensuite moi j'irais écrire dans mon coin. Et pourquoi à Luanda en particulier? Parce que Luanda, donc, c'est la capitale de l'Angola, c'est la ville sur laquelle je travaille depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'ai étudié différents aspects en fait, de Luanda. Je travaille avec des architectes, je me suis intéressée au déplacement de population. Il y a beaucoup de gens qui sont expulsés de leur quartier. Et donc, c'était une façon d'éclairer en fait, une autre facette de la vie urbaine de Luanda, qui est cette question de la citoyenneté urbaine. Oui, alors c'était vraiment une très, très belle surprise. On a reçu une mention honorable lors du festival Doc Luanda, qui est le seul festival consacré au cinéma documentaire en Angola à l'heure actuelle et qui est co-organisé donc en partenariat différentes institutions angolaises, mais c'est porté par la coopération portugaise. Et donc, pour moi, j'avais identifié ce festival au moment où on faisait notre film, parce qu'il y a eu la première édition de ce festival quand on finissait notre montage, et il y avait une masterclass justement avec un monteur. Et du coup, on était allé avec mes co-réalisateurs, on était allé assister à cette masterclass, et c'était vraiment chouette quoi, de les voir entrer à travers Doc Luanda dans un monde de professionnalisation en fait autour du film documentaire. Alors qu'au départ, Historias de Kakuaku, c'est vraiment une initiation. Et donc, pour moi, c'était clair qu'il fallait qu'on candidate à ce festival. Et j'étais très heureuse qu'on soit sélectionné. Et je ne m'attendais absolument pas qu'on ait un prix, dans la mesure où notre film, il est un peu hors des canons, en fait, habituels. C'est un film écrit à 7. Il n'y a pas une trame narrative classique. On ne suit pas un personnage. Enfin, voilà, je me rendais bien compte qu'on était un peu à côté de certains standards. Et donc, le fait qu'il y ait une reconnaissance, en fait, de ce travail collectif, pour moi, c'était très important. Et c'était super, parce que alors, vraiment, j'en pleure encore, mais je ne pouvais pas, moi, être présente à Luanda au moment du festival et puis au moment de la remise des prix. Du coup, c'est vraiment les gens du projet Toi Agir et ça les a amenés à prendre possession du film, en fait, et à en réclamer l'autoriat. Oui, c'est nous qui avons fait ça. Et c'était vraiment, vraiment un grand moment quoi, pour nous. Et en plus,
et je l'ai appris après coup, cette mention honorable, en fait, elle nous donne quelque chose. Elle ne nous donne pas de l'argent, ce qui m'arrange parce que ça aurait été difficile de distribuer l'argent. Mais en fait, on gagne le droit d'avoir la post-production et le mixage de notre prochain film par des professionnels. Et donc, ça va nous obliger à écrire un nouveau film. Donc, alors, le nous, je ne sais pas, c'est pas forcément, moi, je ne fais pas forcément partie du nous, mais ça permet vraiment de transformer cette espèce de coup d'essai et d'initiation en un premier pas vers autre chose. Donc, ça, c'est pareil, il faut qu'on travaille ensemble pour voir dans quelle direction ça va prendre, qui va se saisir de cette opportunité. Est-ce que c'est une vraie opportunité? Parce qu'en Angola, tout peut changer du jour au lendemain. Mais voilà, donc oui, la mention honorable, c'est pas le prix, hein, on n'a pas eu le prix du festival, mais c'est presque plus joli en fait, parce que ça a vraiment ce côté de reconnaissance de cette trajectoire aussi pédagogique autour de ce film, qui pour moi, ben oui, c'est difficile d'espérer mieux quand on fait du terrain que de pouvoir laisser sur place des opportunités pour que les gens puissent continuer en fait. Enfin voilà, pour moi, c'est le cœur de ma démarche, c'est ça. C'est quand je quitte mon terrain, moi, je quitte et je ramène des choses pour le CNRS et pour ma carrière universitaire, ça c'est une chose, mais que les gens qui ont participé à ces projets avec moi puissent eux aussi rebondir sur des choses qu'on a fait ensemble pour poursuivre. Ben, voilà, Paris gagné en tout cas sur ce film-là, c'est super. Alors, dans le cadre de ce Historias de Cacoac, donc je travaille avec une association en particulier qui s'appelle Projeto Agir. Et en fait, les responsables c'est un collectif plutôt qu'une association, c'est vraiment un collectif politique. Et les responsables ont désigné les participants. Et donc, ils ont choisi des gens qui faisaient partie de leur commission de communication, ce qu'on appelle en Angola communication et image. Donc voilà, ils avaient une vision un peu de marketing politique. Donc les gens que j'ai formés n'avaient pas spécialement vraiment de connaissances de départ sur les outils qu'on a pu utiliser. Par contre, ils avaient un intérêt, on va dire, à développer ce genre de technique. En sachant qu'après, j'ai aussi adapté le matériel à un dispositif de tournage et de montage qu'ils puissent eux-mêmes reproduire. Donc, on a tourné avec des appareils, pas avec des appareils photo, justement, on a tourné avec des téléphones portables, équipés de petits micros qui sont faciles à rajouter sur des téléphones portables, des petits trépieds, aujourd'hui, ça se trouve facilement. Et pour le montage, je leur ai montré des logiciels de montage gratuits, même si au final, on a monté sur mon ordinateur où j'avais un logiciel professionnel parce que c'était le plus simple voilà, dans le dispositif. Et c'est une chose sur lesquelles je continue à réfléchir, en fait. J'ai déjà écrit un peu là-dessus et ça pose plein de questions et plein de limites, en fait, ce travail. Mais en tout cas, la démarche, pour moi, est aussi importante que le produit final, en fait. Alors, en fait, il y aurait plusieurs façons de parler de projet Agir parce qu'ils ont un objectif de présence médiatique avec vraiment un objectif très clair, très central, c'est celui de forcer le gouvernement à mettre en place les élections locales. C'est quelque chose qui est prévu dans la Constitution, qui n'a pas lieu depuis des années. C'est vraiment une grosse pierre d'achoppement entre le gouvernement et l'opposition. Et donc, c'est ça leur objectif principal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que si ça, c'est la façade qu'on peut voir aujourd'hui du projet Agir, en fait, il y a tout un historique. Et ce collectif, il est né suite aux élections de 2017, qui sont des élections clés, en fait, dans l'histoire de l'Angola. Il n'y a un rendez-vous électoral en Angola, tous les 5 ans, ce sont ces élections générales. Donc, une élection, on va dire, indirecte du président de la République par la désignation des députés. Et il n'y a pas d'autres rendez-vous électoraux, donc il n'y a pas de démocratie au niveau provincial, au niveau municipal. Une fois que le parti au pouvoir, donc les députés sont répartis, donc les différents partis se divisent l'Assemblée, le parti qui gagne va, par ses organes internes, désigner tous les échelons de gestion du pays. Donc, au niveau provincial, au niveau municipal, au niveau communal, tous les représentants publics, en fait, sont issus de l'appareil du parti. Donc, il y a cette très, très forte partidarisation de tout ce qui est l'appareil public, en fait. C'est très difficile de penser une administration qui serait autonome du politique en Angola. Et donc, dans ce contexte-là, en 2017, il y a une rupture. Le président qui était au pouvoir depuis 1979, donc
de 1979 à 2017. C'est assez long comme mandat. Il s'appelle José Eduardo dos Santos et il quitte le pouvoir. Il renonce à se présenter. Il avait le droit, parce que, bon, je passe les détails. Donc, 2017, ce sont des élections qui sont une rupture en Angola parce que le président qui est resté au pouvoir depuis 40 ans s'en va et transmet donc le pouvoir à João Lourenço. Et João Lourenço annonce une ouverture. Il reçoit au palais présidentiel des opposants qui ont été mis en prison quelques années auparavant. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'ouverture. Et en fait, au moment de cette ouverture, la petite scène activiste, pro-démocratie, qui essayait d'organiser des manifestations, qui étaient réprimées très fortement, est contrainte presque à se réorganiser. Et donc, dans ce surgissement un peu, cette petit moment d'ouverture, le Projeto Agir est conçu comme une façon de réinjecter du discours, du débat politique au niveau municipal. Donc, Projeto Agir, c'est un mouvement qui est à l'échelle du municipe de Cacoaco. Et il y a des organisations similaires dans d'autres municipes. Donc, Cacoaco, c'est une partie de Luanda. Il y a d'autres quartiers de Luanda où il y a ça, d'autres villes aussi d'Angola. Et donc, voilà, ça correspond à ce moment de transition 2017-2019 où on voit apparaître des associations de la société civile qui, ouvertement, se positionnent pour promouvoir un débat démocratique en dehors des cadres des partis politiques. Pourquoi est-ce que les élections municipales ne sont pas organisées en Angola aujourd'hui ? Encore une fois, il y a un discours officiel, donc les conditions ne sont pas requises, ne sont pas acquises. Il y a aussi tout un processus de ce qu'ils appellent le pacote législatif, donc le package de lois qu'il va falloir mettre en place pour organiser des élections. Donc, elles sont prévues dans la Constitution. La Constitution dit il faut qu'il y ait un gouvernement élu au niveau municipal, mais il ne dit pas exactement comment, qui vote, qui peut être éligible. Donc, tout ça doit être réglé. Et donc, ça, c'est en débat, mais c'est vraiment le serpent de mer qui revient à l'Assemblée régulièrement, avec les partis d'opposition qui font des propositions pour essayer d'ouvrir au maximum et le parti au pouvoir qui freine pour éviter de créer un appel d'air démocratique et de pouvoir faire surgir des contre-pouvoirs. Je pense que c'est pas faire de la propagande anti-gouvernement angolais que de dire qu'une ouverture de la démocratie à un niveau infranational, c'est des portes ouverte, possiblement, parce que le parti au pouvoir, qui est donc le MPLA au niveau national, il peut aussi gagner ces élections. Mais tout d'un coup, il devrait mettre en concurrence quelque chose sur lequel ils n'ont jamais eu à se mettre en concurrence. Donc, il y a cette peur d'une ouverture, et c'est aussi à lire dans un contexte international. On est donc en Angola, on est dans le contexte de l'Afrique australe, des pays qui ont eu des luttes de libération anticoloniale violentes, donc en Angola contre le colon portugais, mais on peut penser à la Namibie, à l'Afrique du Sud, au Zimbabwe, qui sont les pays voisins, avec toute la période aussi de l'apartheid. Donc, il y a toute une histoire très violente qui s'est soldée par la victoire d'un parti, des partis de libération, qui s'est imposé au pouvoir au moment de ces victoires contre les occupants coloniaux. Et donc, la question, c'est une fois qu'on a pris le pouvoir, comment on s'ouvre à de la pluralité. Et en fait, c'est pas du tout résolu à l'échelle régionale. Et dans les discussions que j'ai pu entendre, et d'ailleurs elles apparaissent un petit peu dans le film, au niveau du projet Agir, il y a cette comparaison en disant, regardez, en Namibie, il y a eu des élections municipales et le parti qui dirige tout au niveau national a perdu des lieux importants. En Afrique du Sud, c'est l'ANC qui dirige au niveau national depuis Mandela, mais ils ont perdu, ils n'ont jamais réussi à gagner Cape Town, qui était la deuxième ville du pays, mais ils ont maintenant perdu aussi Johannesburg. Donc voilà, on voit des vrais contre-pouvoirs. Et pour un parti d'opposition, il faut voir que dans un pays comme l'Angola, à l'heure actuelle, aux dernières élections, puisqu'on a eu des élections en 2022, après la réalisation de ce film, le principal parti d'opposition a récolté presque 50% des voix. On est à 45, 65, plus ou moins, même plus que ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la majorité, qui était une majorité absolue et incontestée du parti au pouvoir, est de plus en plus fragile. Et maintenant, c'est officiellement reconnu, même en Angola, qu'au niveau de Luanda, le parti au pouvoir au niveau national perd. Donc, on a vraiment toutes ces grandes villes, toutes ces capitales en Afrique australe sont maintenant des lieux pour l'opposition, pour
remporter des élections, donc déjà se montrer comme vainqueur et non pas opposition, puis de prendre des responsabilités et donc de faire démonstration de ses capacités d'administration publique. Donc c'est vraiment une double menace, à la fois une possible, un possible échec électoral et la possibilité de laisser surgir des alternatives politiques et de gouvernement. Alors, la question des manifestations donc, de rue en Angola, c'est vraiment à la fois l'élément le plus spectaculaire et puis finalement peut-être le moins bien compris, je pense. On a souvent tendance à se dire que c'est là que la colère populaire va s'exprimer. Mais pour le projet Toagir, par exemple, en fait, les manifestations ne sont vraiment qu'un tout petit élément de leurs actions. Elles sont autorisées par la Constitution, voilà, la liberté d'expression, le droit de rassemblement, etc. Mais elles sont soumises à une déclaration, donc qui n'est pas une demande d'autorisation, mais il faut en déclarer l'itinéraire, qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Donc les manifestations ne sont pas par défaut interdites. De là à dire qu'elles sont autorisées, en fait, il y a toute une marge d'interprétation. Et donc, il peut y avoir des manifestations qui sont déclarées, à la suite de quoi il peut y avoir une réponse des autorités donc, municipales ou provinciales, en fonction de où a lieu la manifestation, peuvent refuser, en fait, ce droit. Alors, il faut que ça soit fait dans des délais légaux, etc. Donc, il y a déjà tout cet apparatus un petit peu légaliste, ce que dit le droit. Et puis après, il y a ce que dit la pratique. Et donc, ce qu'on observe depuis 2011, les manifestations de rue, elles ont commencé à la suite des printemps arabes, à partir de 2011. C'est que d'abord, il y a tout un processus d'intimidation avant même d'arriver sur le lieu du rassemblement. Donc, en fait, la manifestation n'a pas lieu parce que personne ne se réunit, parce que les gens ont été arrêtés avant. Il y a eu beaucoup de violences policières. Alors, au cours des manifestations ou des tentatives de manifestation, donc les gens sont arrêtés, il y a des chiens qui interviennent, les gens sont enlevés, enfin, voilà, mis dans des camions de la police, répartis dans des commissariats, etc. Et ça, c'est une pratique qui continue encore aujourd'hui. Mais on peut quand même dire qu'il y a une espèce d'apprentissage de cette démocratie par la rue et de ces moments de manifestation qui se déploient de plus en plus. Je dirais que les dernières grandes manifestations et qui ont vraiment amené, y compris le chef de la police, à s'exprimer à la télévision publique. Enfin, avant, quand il y avait une manifestation, il fallait surtout pas que les journalistes la couvrent. Donc, ça passait pas à la télé publique, par exemple. Il fallait vraiment des petits journalistes indépendants qui passaient souvent par des médias en ligne internationaux, étrangers, pour pouvoir publiciser ce genre d'informations. Et puis, évidemment, les groupes WhatsApp, les Facebook, etc. Donc, maintenant, ça commence à être reconnu même au niveau des médias nationaux angolais. Donc ça, c'est un grand pas. Les dernières manifestations de rue importantes et qui ont suscité une espèce d'émoi public, y compris reconnu par les médias nationaux, c'est 2020, fin 2020. Et en fait, c'est un ras-le-bol de la pandémie. C'était des manifestations contre la pauvreté, contre la dégradation de la situation économique du pays en contexte donc, de pandémique. Et il y a eu des morts, en fait. Enfin, en tout cas, il y a eu un mort avéré. Donc, voilà, on sent que quand même la rue est de plus en plus un lieu de contestation et qui oblige le pouvoir à se positionner. Donc, est-ce qu'elles sont autorisées ? En tout cas, elles ne sont pas interdites. Est-ce qu'elles sont un moyen d'expression ? De plus en plus. Mais ça reste un moyen qui est vraiment... c'est plutôt les gens qui n'ont rien à perdre qui vont vraiment avoir recours à ce type d'action. Et après, il y a des actions plus ponctuelles qui sont juste des occupations. Et c'est un petit peu ce qui est montré dans le projet Toagir. En fait, le parcours de la manifestation a été assez court, mais c'était d'arriver devant le portail de l'Assemblée nationale avec des banderoles et rester là quelques temps jusqu'à ce que la police commence à être un peu trop énervée. Et voilà. Alors, un des grands points d'évolution, on va dire, c'est que donc on a fait le film. J'en parle avec eux depuis plusieurs années. Les gens qui ont initié le projet Toagir, je les connais depuis 2017. On avait déjà fait un premier atelier d'initiation comme ça à la photographie avec une amie photographe que j'avais invitée à Luanda, etc. Donc, il y a quand même du long terme dans cette relation. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain en disant voilà mon matos, on va faire un film. Non, c'est tout un processus. On a commencé à parler du film en 2019.
Après 2020, ça a été mis à l'arrêt à cause de la pandémie, donc on est resté en contact. Voilà, c'était plutôt moi qui accompagnais leurs actions que moi qui prenais l'initiative. Et finalement, c'est qu'en 2021 qu'on a monté le film. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce laps de temps entre, on va dire, 2019 et 2021, c'est que les élections municipales qui avaient été annoncées pour 2020 ont été annulées. Donc, ce qui était vraiment leur combat en 2020, qui était au cœur de leurs revendications, en 2021, ça n'avait pas eu lieu. Et ils savaient que ça n'aurait pas lieu, puisqu'en 2022, il y avait les nationales et qu'ils n'allaient pas faire 2 scrutins électoraux. Donc, il y a cette espèce de... C'est pour ça que je disais que c'est un serpent de mer. C'est qu'en fait, même si les élections municipales, ça reste leur cœur de mobilisation politique, il y a des moments où cette mobilisation, elle est plus ou moins importante. Et donc, entre le moment où on a fini le film, on va dire en février 2022, et aujourd'hui, il y a eu les élections nationales en août 2022, et certains membres du projet Toi Agir, ou en tout cas de cette nébuleuse d'activistes, sont entrés au Parlement, ou en tout cas ont été convoqués sur les listes pour entrer au Parlement. Donc il y a même la position du projet Toi Agir dans l'écosystème politique angolais, il a évolué. Donc oui, les choses changent tout le temps. Mais en parallèle de ça, il y a aussi une répression policière qui s'est accentuée. Et puis il y a les trajectoires individuelles, en fait. Être activiste en Angola, c'est vraiment c'est un sacerdoce. Donc il y a beaucoup de gens qui le font pendant un temps, qui ensuite se retirent un peu de ces actions politiques pour essayer de tout tenir, en fait. C'est quand même difficile. C'est ce que j'appelle le travail affectif de l'activisme. C'est pas juste prendre des positions politiques. Il y a savoir maintenir les relations avec les collègues activistes. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent les uns sur les autres, etc. Donc, c'est pas facile de tenir longtemps dans cet environnement-là. Donc, est-ce que je suis restée en contact avec eux? Oui. Alors, avec les 7 autres co-réalisateurs, oui. Alors, c'est sur Facebook, il y en a, c'est juste des petits likes, et voilà, on se suit un peu de loin. Et il y en a quelques-uns que j'accompagne de plus près. Un des co-réalisateurs, notamment, mais ça, c'est vraiment à titre personnel, mais j'ai décidé de le soutenir dans sa reprise d'études. Donc, il a pu reprendre des études, mais il avait besoin d'un petit soutien. J'essaye vraiment de les accompagner, mais de façon très individualisée, en fonction aussi de là où ils en sont, de ce dont ils ont besoin. Là, j'étais en retard à l'interview parce que justement, j'étais en train d'envoyer un message, parce qu'il y a aussi, moi, mon travail en tant qu'académique, c'est pas seulement de réaliser un film, c'est aussi d'en parler, de pouvoir et de réfléchir à ce que ça fait à mes recherches et à mes thèmes de recherche. Et donc là, je suis en train de valider un texte pour un manuel sur l'activisme des jeunes, voilà, Handbook of Youth Activism, et je parle en fait du film, entre autres choses. Mais du coup, je parle notamment de l'expérience de Yepuka, donc si ça vous intéresse, allez voir le film. Et donc j'ai écrit à Yepuka pour savoir s'il était d'accord, pour que je mentionne son expérience en particulier, de montrer un screen capture du film, un petit extrait du film où il y a sa façon de s'emparer de la caméra que je trouve intéressante et sur laquelle je commande. Donc en fait, je suis aussi amenée à revenir vers eux sur des points comme ça spécifiques qui, moi, maintenant, avec le recul, sur lesquels je reviens. Pour moi, comme je disais, le film, c'est pas... et c'est là qu'il y a une différence, je pense, avec un réalisateur de documentaire qui crée son documentaire et qui ensuite diffuse son documentaire. Moi, je suis obligée d'avoir d'autres canaux de diffusion de mes recherches. Je peux pas seulement, ou en tout cas, je fais le choix de ne pas tout mettre dans le film et de l'utiliser comme un outil, un objet au milieu de l'ensemble de mes recherches. Les leçons que je tire de l'expérience de ce film participatif, elles sont très nombreuses et elles tirent dans différentes directions, en fait. Donc, j'ai des moments où je suis extrêmement fière, en fait, qu'on ait réussi tous ensemble à faire ce film, à pouvoir le montrer. Je l'ai montré en cours ici à des étudiants de Sciences Po, et c'était super la discussion que ça a soulevé. Donc, je me dis que c'est vraiment génial d'avoir cet objet. Voilà, j'ai un peu de mal à l'appeler film documentaire parce que je crois qu'il est un peu bricolé, que ça se sent un peu, mais c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est un film qui permet de parler de la situation politique en Angola et qui permet aussi de parler
de qu'est-ce que c'est que le travail d'un chercheur sur son terrain, qui permet de parler des relations qu'on tisse avec les gens sur le terrain. Donc voilà, tout ça, ce sont des aspects que je trouve vraiment intéressants. Ça me permet d'avoir ces conversations. Ensuite, j'aurais plein de critiques à faire par rapport à la façon dont je les conduis, par rapport au temps que ça prend. J'ai passé des mois et c'était super. J'habitais à Luanda, j'avais le temps de faire ça, mais maintenant, j'habite plus à Luanda. Et donc, comment est-ce que je peux reproduire ça? Je crois que ça, c'est peut-être quand même qu'un film, par rapport à un article scientifique, permet de discuter avec plus de monde. Voilà, parce qu'un article scientifique, c'est quand même destiné à un lectorat académique, informé des codes de l'écriture scientifique. Dans ce film, je ne crois pas qu'on suive un code d'écriture très précis. C'est un collage des différentes intentions des différents réalisateurs. Et voilà, donc c'est encore beaucoup de choses que je suis en train d'essayer de déplier. Et en même temps, j'ai envie que le film puisse exister par lui-même. J'ai envie que les gens puissent le voir, ne pas être d'accord, trouver ça nul. J'ai pas envie non plus de m'approprier le sens de ce film-là. Voilà. Pour moi, c'est important en fait de le garder comme un objet ouvert aussi. Même si c'est très frustrant, parce que j'aimerais être, à chaque fois que quelqu'un regarde ce film, j'aimerais être dans la salle, j'aimerais avoir toutes les réactions, que les gens me disent tout. Mais en fait, il faut que je fasse redescendre mon ego et que juste je laisse le film vivre. Et voilà, je suis contente que ça soit le cas. Et donc, merci aussi cette interview, par exemple, c'est une occasion d'utiliser ce film pour parler aussi d'autres choses. Je trouve ça chouette. Oui, je crois clairement, parce que quand j'ai commencé à prendre des cours de vidéo, j'étais en licence de géographie en L3. Je ne savais pas du tout que j'allais être un jour chercheuse au CNRS. Donc pour moi, c'était juste avoir une corde de plus à mon arc, une formation en sciences sociales à la fac, et puis des outils. J'aurais pu faire de la cartographie ou des statistiques. Moi, je trouvais ça plus funky de faire de la photo et de la vidéo, mais je n'avais pas du tout cette idée que ça allait apporter quelque chose à la recherche scientifique, parce que c'était pas... Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans une posture inverse. En tant que chercheuse au CNRS, j'ai un certain statut, un certain devoir quelque part face à l'institution, face à qu'est-ce que c'est que la recherche sociale en France aujourd'hui. De fait, je ne peux pas complètement dire que j'ai rien à voir avec ça. Je fais partie de la machine, et donc de pouvoir proposer ces approches, non seulement de l'outil audiovisuel, mais de cette façon participative de le mobiliser, qui est au sein des études visuelles, pour parler très, très largement. Il y a plein de façons de le faire. Il y a des gens qui étudient des films, il y a des gens qui font des films, et puis il y a des gens comme moi qui aident d'autres gens à faire des films. Et en fait, ça permet d'avoir des discussions entre nous, même si on ne fait pas tous la même chose. Et je trouve que c'est bien de faire exister ces autres formats. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, alors là, c'est un peu personnel, mais qui me tient à cœur. On a souvent cette image l'anthropologue, réalisateur, je le mets au masculin parce que ça correspond un peu au cliché que j'ai envie de faire, mais qui va sur le terrain avec sa caméra et qui filme au plus près de ces gens qu'on ne voit pas, qui leur donne une voix, etc. Je pense que c'est toujours plus compliqué que ça. Mais là, c'est pas moi qui ai filmé, en fait. Donc, c'est moi qui parle du film, mais en fait... on pourrait avoir Félix ici, il dirait autre chose, et Pouka, il dirait autre chose. Ça m'intéresse en fait de décentrer un peu cette figure de l'auteur du film. Et je pense que la recherche, en fait, les chercheurs, ils ont besoin de ça aussi, parfois faire un petit pas de côté par rapport à l'autorité du chercheur sur son sujet, et d'être une des personnes qui a des choses à dire, mais pas l'unique personne, quoi. Non, en fait, j'ai d'autres projets en cours, et puis j'ai d'autres projets peut-être dans le futur. Comme je le disais au début, ce film « Histórias de Kakuaku » avec Projet Agir, c'était un des aspects de ce que j'ai fait pendant 3 ans à Luanda. Et donc, j'ai une série de films que j'ai pas encore... Enfin, de films, c'est des microfilms, c'est des portraits de 5 minutes autour des violences obstétricales. Donc, j'aimerais beaucoup finir cette série qui a été faite donc, toujours en partenariat, mais avec une autre ONG. Cette fois, c'est une ONG féministe. Et donc, tout un dispositif avec ces femmes, et c'était très difficile, avec des connexions très personnelles parfois avec ces femmes. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir publier ces vidéos, mais c'est vrai que ça demande, éthiquement, il y a beaucoup de précautions à prendre. Donc, on travaille encore dessus. Et puis, j'ai un autre projet que j'ai aussi commencé, où là, j'étais plus sur une plateforme multimédia, donc c'est en ligne. Donc,
tout comme les gens de Projet Toi Agir, j'ai essayé de leur montrer des outils d'interview, filmés, etc., le mode un peu documentaire. Mais il y a aussi un petit travail de cartographie, d'écriture de texte pour l'écrit, voilà, pour créer cette plateforme. Et en fait, j'aimerais compléter du coup avec tout l'aspect audio, et donc de réfléchir à une série de podcasts, de portraits en fait de tous ces jeunes activistes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en Angola. Mais bon, ça implique que je puisse retourner en Angola, et voilà, pour l'instant, c'est pas dans le futur immédiat, mais voilà, en tout cas, ça fait partie des idées que j'aimerais développer dans le futur.